Bonjour, alors une autre polémique avec Trump, cette fois-ci c'est entre Trump et le pape. Alors il y a eu des échanges, enfin un échange. Le pape a évidemment fait un discours pour la paix, ce qui est normal, puisque c'est son rôle de chef spirituel des catholiques. Et Trump a critiqué ce discours. Mais pas en tant que chef, il l'a pas critiqué parce qu'il était le chef spirituel des catholiques, mais parce qu'il a introduit dans son discours ce qu'on aurait pu interpréter comme des déclarations politiques. Or, et ça je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Vatican c'est un État, et le pape est le chef de cet État. C'est un micro-État, c'est tout petit, c'est au milieu de Rome. Pour ceux qui sont allés en Italie, ils savent, hein, c'est la place Saint-Pierre, quelques bâtiments autour, enfin c'est grand, hein, c'est quand même pas, c'est pas du tout anecdotique, mais ça reste quand même un micro-État, comme on dit, et c'est aussi, donc le pape est à la fois un chef spirituel du catholicisme, mais aussi un chef d'État. Bon, donc, si on comprend ces deux notions, on peut légitimement critiquer le chef d'État avec ses déclarations politiques et ne pas commenter ses positions religieuses, puisque c'est son rôle de chef spirituel. Donc, il n'y a pas de raison de critiquer un chef spirituel dans la mesure où il parle de paix, voilà, et d'harmonie et de paix entre les hommes, et des choses tout à fait simples et acceptables pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui ont un sens commun. Donc Trump a critiqué donc le pape en tant que chef d'État, et pour une simple raison, c'est que la paix c'est bien, mais il faut être deux pour faire la paix. Voilà. Et quand la partie adverse ne veut pas faire la paix, ben, il n'y a pas de paix possible. On ne peut pas être un à faire la paix et l'autre à continuer à faire la guerre. Alors dans ces conditions, c'est vrai que bon, c'est les États-Unis qui ont commencé. Bon, je ne vais pas revenir sur guerre préventive, etc. parce que ça, ce serait trop long à expliquer. Mais je pense sincèrement que une paix n'est possible que si on a deux parties qui veulent sincèrement la paix, voilà. Et donc les mollahs iraniens, eux, n'ont aucun intérêt à faire la paix puisque ils veulent garder leur pouvoir, parce qu'ils savent que s'ils le perdent, c'est la corde au cou. Donc ils ont tout intérêt à poursuivre les hostilités. Et donc là on voit que beaucoup de gens sont opposés à ces critiques, sans faire le distinguo que j'ai fait au départ. Bon. Alors j'avais parlé du pape Léo XIV dans un épisode précédent, c'était l'été dernier, quand il a été élu, c'est l'épisode 94, pour ceux qui veulent le revoir. Et donc Léo XIV, ou Léon XIV, est un natif de Chicago, donc il est américain. Et il a fait, je dirais, la plupart de sa carrière au Pérou, donc en Amérique latine. Alors, ça veut dire deux choses. D'abord, il est citoyen américain. Et en général, même si t'es pape, t'es citoyen américain. Et c'est compliqué pour un citoyen américain, dans une fonction officielle, même étrangère, de critiquer les États-Unis ou le président américain, même indirectement, même par suggestion, etc. Donc ça, c'est pour ça que Trump l'a mal pris. Et aussi, il a fait pas mal de travail au Pérou. Il faut savoir que le Pérou a eu beaucoup de problèmes politiques. D'ailleurs, je salue les Péruviens qui m'écoutent, je sais qu'il y en a, que je connais bien. Et les Péruviens ont été victimes de terrorisme communiste, Sentier Lumineux par exemple. Ça, il faut revoir vos livres d'histoire, les amis, et vous verrez que beaucoup de prêtres catholiques ont été plutôt du côté des communistes. Donc on peut soupçonner Léo, je ne dis pas qu'il l'est, loin de moi cette idée, mais on peut le soupçonner d'avoir quelques idées communistes, un peu comme son prédécesseur argentin qui lui était un communiste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'ailleurs, c'est ce que Javier Milei avait dit
plusieurs fois. Donc, les prêtres rouges, on les connaît, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils disent. Donc, ils mélangent politique et sacerdoce. Bon, je sais que ça se faisait au Moyen-Âge, que les papes avaient un pouvoir à la fois séculaire et spirituel qui était très important. Ça s'est évanoui avec la sécularisation des sociétés occidentales, notamment avec la séparation de l'Église et de l'État. Mais même avant, Louis XIV, par exemple, le pape, il en avait pas, il en faisait pas trop cas parce que la France était la grande puissance de l'Europe et donc il faisait un peu ce qu'il voulait. Bon, donc ça n'a pas été le cas avant, mais c'était le cas. Je parle pas de Napoléon Bonaparte, etc. Donc ça a été une lente déliquescence du pouvoir séculaire du pape. D'ailleurs, les États pontificaux ont disparu à l'indépendance, à la réunification plutôt, et à l'indépendance de l'Italie en 1864, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est assez récent en fait, mais jusqu'au deuxième moitié du 19e siècle, les papes avaient un pouvoir séculaire sur des territoires en Italie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sauf le Vatican, je le répète. Donc voilà ce que je peux dire sur ce petit clash. Une petite anecdote sympathique, le frère du pape, le pape a un frère qui lui n'est pas prêtre, et qui lui est un grand fan de Trump et un supporter de Trump. Il l'a pas caché, et d'ailleurs Trump en a parlé récemment. Alors, il y a autre chose aussi qu'on a reproché à Trump dans la même ligne, c'est que, pas dans le même conflit, mais dans la même ligne, c'est que Trump, dans un tweet, a posté une photo de lui, et il était représenté en Jésus, une sorte de Jésus, qui mettait la main sur un malade dans un lit, etc. Bon, alors il a affirmé après que c'était un habit de la Croix-Rouge, etc. Bon, ça n'a pas d'importance. C'est assez drôle. Et bon, j'ai fait une vidéo sur l'humour politique de Trump. En fait, au travers de ça, il passe des messages. Trump passe des messages au travers de ses tweets sur Truth Social, et c'est assez drôle. Alors, d'ailleurs, il y a un journaliste sur CNews qui en a parlé, Vincent Hervouet, qui dit « Trump se prend pour Jésus à critiquer le pape ». Non, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut critiquer le pape en tant que chef d'État, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait possible. Il y a autre chose qui est assez drôle, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'anti-américanisme et surtout le fait d'être anti-Trump, le TDS, le Trump Derangement Syndrome, qui est quelque chose d'assez drôle. Mais il y a vraiment une dissonance cognitive chez beaucoup de commentateurs en France, parce que c'est les médias que je suis le plus en ce moment. Alors, il y a Luc Ferry, qui est un ancien ministre, qui dit « Ouais, Trump a une gueule d'andouille, mais il fait du bon boulot. » Alors, si t'es une andouille, tu fais du bon boulot? Bon, d'accord, je veux bien. C'est drôle, mais ça ne répond pas à la question de savoir si Trump est vraiment une andouille, ou s'il a seulement une gueule d'andouille. Bon, Trump, alors, une dernière phrase, Trump est paranoïaque, narcissique et mégalomane. Ça, c'est Michel Onfray. Alors, je ne sais pas si Michel Onfray a compris que quand on a un poste aussi important, à mon avis, ça sert d'être un peu narcissique et mégalomane. Je veux dire, si on regarde M. Macron, par exemple, je pense qu'il répond bien à cette définition. Et puis paranoïaque, quand on a fait plusieurs tentatives d'attentat contre lui, Trump a légitimement le droit d'être paranoïaque. Personnellement, je le serais. Si on cherche à me tuer comme ça, c'est assez lourd. Donc bon, est-ce que Michel Onfray est pas un peu narcissique et mégalo? Ouais, un petit peu aussi, mais bon, je sais pas. Il pense que il est le dernier philosophe de droite, alors qu'il est de gauche. Il a professé être à gauche, alors que bon, qu'est-ce que ça veut dire être de gauche ou de droite? Tu dis que le soleil brille, ça y est, t'es un mec d'extrême droite? Non, ça va. Bon, bref. Onfray n'est ni de droite ni de gauche, il roule pour lui-même,
il dit des choses plus ou moins intéressantes, ça dépend des thèmes. Mais bon, voilà, sur le coup, il aurait pu se passer de dire ça de Trump. Je pense que ça n'avance rien et ça n'élève pas le débat. Voilà, donc bon, il n'y aura pas de suite sur Trump et le pape, puisque bon, c'est juste une flèche que Trump a lancée pour répondre au pape, voilà, dans sa... Alors bon, c'est compliqué, le pape a un rôle compliqué parce il roule aussi pour l'Italie un petit peu, donc c'est pour ça qu'il est allé en Algérie. L'Italie a besoin du gaz et du pétrole algérien. Donc l'Italie a besoin entre guillemets du pape et le pape a besoin de l'Italie. Donc c'est symbiotique comme relation. Et surtout pour sécuriser des sources d'approvisionnement en énergie pour l'Italie. Donc ça c'est pour leur industrie, etc. L'Italie a encore une industrie, ce qui n'est plus le cas de la France. Donc ils sont obligés de le préserver par un approvisionnement en énergie. Tout ça, c'est pas le fait du hasard. Je suis pas cynique, mais j'essaye d'expliquer rationnellement des comportements. On s'est demandé pourquoi le pape est allé en Algérie alors que les chrétiens y sont persécutés, etc., etc. Donc bon, on peut se poser des questions. Voilà. Donc faites diffuser cette vidéo. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.